Saito est un raté qui se retrouve isekai dans une académie de magie comme esclave d'une mage canon. Mais quand il découvre qu'il peut maîtriser n'importe quelle arme instantanément, il devient le roi de la drague que toutes les bombes du campus s'arrachent. Tout a commencé quand Louise s'est réveillée dans sa chambre et a commencé à se préparer pour l'académie de magie. Elle prend sa baguette et va en cours où une nouvelle prof, Mademoiselle Chevreuse, fait son entrée. Pendant le cours, la prof fait une démonstration de transmutation, changeant des pierres en bronze. Quand elle demande à Louise de reproduire le sort, le reste de la classe commence à ricaner. Mais dès que Louise commence l'incantation, une lumière aveuglante emplit la pièce, signe d'un nouvel échec cuisant. Plus tard, un groupe de filles coince Louise dans les escaliers pour se moquer du rituel d'invocation à venir. Louise, refusant de se dégonfler, affirme fièrement qu'elle invoquera le familier le plus légendaire et beau jamais vu. Le lendemain, les élèves se rassemblent dans le jardin pour le grand rituel. Un par un, ils invoquent diverses créatures. Certains ont des monstres borgnes, d'autres des salamandres géantes. Enfin, c'est au tour de Louise. Ses camarades s'attendent à une autre explosion, et Kirsch lui dit d'invoquer mieux qu'un simple lézard. Louise prie pour que son esclave apparaisse de n'importe où dans l'univers et agite sa baguette, provoquant une énorme explosion. Quand la poussière retombe, tous voient que Louise a invoqué un garçon humain banal qui ressemble à un modérateur Reddit. Elle est furieuse, se demandant pourquoi son familier ressemble à un gamin quelconque des rues de l'Inde. Saito, totalement désorienté, se réveille et demande où il est, ce qui fait rire Kirsch qui dit à Louise qu'elle a ce qu'elle mérite. Furieuse, Louise veut recommencer mais le prof refuse, insistant sur le fait que le rituel est sacré et qu'elle doit faire avec. Pour sceller le contrat, Louise embrasse Saito, ce qui lui cause une douleur vive à la main alors que des runes marquent sa peau. La douleur est trop forte et Saito s'évanouit. Saito se réveille plus tard dans la chambre de Louise, ressentant toujours une sensation de brûlure. Il crie au kidnapping et exige des réponses, mais Louise le traite comme un petit ami soumis d'une fille autoritaire. Elle lui jette ensuite ses vêtements et lui ordonne de les laver pour le lendemain matin. Quand Saito refuse de faire le ménage, elle essaie de lui lancer un sort de silence pour le faire taire. Comme prévu, elle rate l'incantation et une autre explosion envoie Saito valser. À bout, Saito réalise qu'ils arrivent à communiquer malgré la barrière de la langue. Louise explique que c'est un monde magique où les gens utilisent la magie et qu'il est son familier pour la vie. Terrifié par la logique de ce nouveau monde, Saito s'enfuit de la chambre. Il passe devant Guiche, encore en train de draguer, et finit par se retrouver dehors. À ce moment, il lève les yeux et voit deux lunes, une rouge et une bleue, et comprend qu'il n'est plus à Tokyo, sa ville natale. Il y a quelques jours, Saito menait une vie ordinaire de geek désespéré, cherchant un petit boulot. En rentrant seul chez lui, il est tombé sur une étrange sphère lumineuse flottant dans les airs. La curiosité l'a emporté et il a plongé sa main dans la lumière scintillante. C'est alors qu'il a entendu la voix d'une fille récitant un sort. En un instant, la magie l'a aspiré à travers les dimensions pour le lâcher dans un autre monde comme un sac de patates. De retour au présent, Saito tente d'expliquer Tokyo et le Japon à Louise, mais elle rejette tout avec arrogance. Pour elle, rien hors de son royaume ne compte et elle prend son récit pour les délires d'un roturier. Quand il demande comment rentrer, Louise le ramène brutalement à la réalité. Il est coincé ici pour toujours. Pour elle, il n'est plus un être humain doté de droits. Il est son familier, ce qui signifie en gros qu'il est son esclave. Elle lui jette ensuite ses sous-vêtements sales au visage et lui ordonne de tout laver pour le matin. Cette nuit-là, Saito est laissé enchaîné sur le sol froid comme un chien pendant que Louise dort confortablement dans son lit luxueux. Quand Saito tente de réveiller Louise pour l'école le lendemain matin, elle est encore à moitié endormie et l'accueille avec ses insultes habituelles. Il tente de fixer des limites en refusant de laver ses sous-vêtements, mais Louise réplique en désignant un tiroir plein de lingerie et exige qu'il l'aide à s'habiller. Quand Saito résiste, elle menace de le priver de nourriture. N'ayant pas vraiment le choix, Saito ravale sa fierté et obéit à l'ordre comme un parfait soumis. Plus tard, il se dirige vers la grande salle à manger de l'académie. Saito ressent une lueur d'espoir en voyant le festin somptueux, mais Louise l'écrase rapidement. Elle désigne un morceau de pain et un bol d'eau sur le sol, lui rappelant que les familiers doivent être traités comme des chiens errants. Pendant que les nobles prient et se plaignent de leur repas fade, Saito regarde amèrement depuis le sol. Plus tard, lors d'un cours sur les liens avec les familiers, Louise se sent embarrassée par son familier humain et envoie Saito chercher du thé juste pour se débarrasser de lui. En marchant dans les couloirs, il entre accidentellement en collision avec une gentille servante nommée Siesta. Contrairement aux mages arrogants, Siesta est amicale et terre-à-terre et possède aussi une poitrine magnifique et généreuse. En discutant, ils se lient rapidement d'amitié grâce à leur statut social modeste commun. Siesta porte un morceau de pain tombé par terre, mais elle est déterminée à le servir quand même car son maître est sévère. D'un autre côté, Guiche, le playboy flamboyant obsédé par les roses, flirte avec une fille en utilisant sa magie de terre. Saito sait que Guiche est un coureur de jupons invétéré et il veut désespérément se venger de lui comme un vrai bêta.
Il prend donc le pain sale et dénonce la double vie de Guiche juste devant sa petite amie actuelle. Le drame qui s'ensuit humilie Guiche alors que toute la salle se moque de lui. Pendant que ce chaos se déroule, le personnel de l'académie discute d'une marque mystérieuse appelée le Gandalfre, une rune légendaire qui confère d'incroyables capacités de combat à son porteur. À leur insu, Saito porte exactement cette marque sur sa main. Louise est furieuse contre Saito pour avoir fait un scandale et exige qu'il s'excuse auprès de Guiche. Mais Guiche, l'ego blessé, défie Saito en duel formel. Il invoque un géant golem de terre, laissant Saito se sentir complètement dépassé. Louise lui dit de s'excuser pour se sauver, mais la fierté de Saito refuse de le laisser s'incliner. Maintenant, Guiche lui lance une épée d'entraînement, s'attendant à une victoire facile. Mais dès que Saito saisit la poignée, la rune Gandalfre sur sa main brille intensément et son corps bouge par pur instinct. Dans une démonstration stupéfiante, il découpe le golem en morceaux comme un gâteau d'anniversaire. À cette vue, la foule se tait alors que le faible roturier domine complètement le combat. Guiche commence alors à paniquer et invoque d'autres créatures, mais Saito les transperce toutes. En quelques instants, il a son épée sous la gorge de Guiche, forçant le noble à implorer sa pitié. Les professeurs qui regardent d'en haut sont stupéfaits par la puissance de ce familier légendaire, mais l'effort d'utiliser cette capacité épuise complètement le corps frêle de Saito. Il s'effondre et tombe accidentellement la tête la première dans la poitrine de Louise, la faisant rougir furieusement et crier de gêne. 3 jours plus tard, Saito se réveille enfin à l'infirmerie pour découvrir que Siesta s'est occupé de lui tout ce temps. En regardant la marque brillante sur sa main, il réalise que sa vie dans ce monde magique est devenue bien plus compliquée que de simples corvées de lessive. Quelques jours plus tard, Saito lave les vêtements de Louise. Il fixe ses minuscules sous-vêtements et galère en les frottant, marmonnant qu'ils sont si petits qu'il peut à peine les frotter correctement. Son esprit repart en arrière quand Louise lui avait balancé une énorme pile de vêtements. Elle l'avait prévenu que la moindre erreur ou bêtise lui vaudrait encore plus de lessive. À l'époque, Saito l'avait remercié. Il se rappelle aussi que la servante lui a dit que lorsqu'il était blessé, Louise s'était inquiétée toute la journée et avait pris soin de lui. Mais Louise le remet vite à sa place, lui rappelant qu'il est son chien dégoûtant et qu'elle est sa maîtresse, donc c'est normal qu'elle s'inquiète. En entendant cela, le moral de Saito chute, mais Louise lui dit d'arrêter de perdre du temps et de finir de laver les vêtements rapidement. La scène revient au présent où Saito repense encore à tout ça. Il soupire, se demandant quand il pourra enfin rentrer chez lui et dormir avec sa mère comme un grand bébé dégoûtant. C'est alors que Louise apparaît et recommence à le gronder, se plaignant qu'il met trop de temps avec la lessive. Elle lui ordonne ensuite de venir directement en classe dès qu'il aura fini. En classe, la professeure donne une leçon et pose plusieurs questions aux élèves juste au moment où Montmorency se lève et répond correctement. En la regardant, Saito se sent profondément embarrassé. La professeure dit ensuite à la classe qu'elle sait que chaque élève peut utiliser au moins un élément. Kirsch, la fille flamboyante aux cheveux rouges, prend la parole et dit qu'elle connaît quelqu'un qui ne peut même pas en utiliser un seul. Dès qu'elle dit ça, tous les élèves se tournent vers Louise. Au début, il est confus, mais dès qu'il comprend, un sourire dangereux se dessine sur son visage. En marchant ensemble, Saito dit à Louise qu'il comprend enfin pourquoi tout le monde l'appelle Zéro. Il souligne qu'elle n'a aucune compétence magique, mais qu'elle est quand même noble, ce qu'il trouve impressionnant. Cependant, la patience de Louise commence à s'effriter. Saito dit alors joyeusement qu'il a écrit une chanson pour sa maîtresse et demande s'il peut la chanter, et étonnamment, Louise accepte. Saito commence à chanter, déclarant haut et fort que sa maîtresse n'a aucun talent magique, mais qu'elle reste une fille. Il éclate ensuite de rire, ce qui rend la fille complètement furieuse. Elle lui rappelle vite qu'il est un familier et qu'il ne devrait pas se moquer de sa maîtresse ainsi. Voyant sa colère, Saito dit vite que c'était une blague, mais Louise s'emporte et le prive de dîner en guise de punition. Cette nuit-là, Saito meurt de faim et supplie Louise à plusieurs reprises, promettant de ne plus recommencer, mais elle l'ignore en fixant le ciel. Désespéré, Saito lui rappelle qu'une bonne maîtresse doit s'occuper de son familier. En entendant cela, Louise propose un marché. Qu'il accomplisse une tâche pour elle et elle lui pardonnera. Ravi, Saito commence à la louer, disant que même si elle n'a pas de magie et se fait harceler par tout le monde, elle est quand même gentille avec lui. Il ajoute qu'il ne l'appellera plus jamais Zéro, mais cela ne fait qu'énerver davantage le petit cerveau moche et stupide de Louise. Elle déclare alors qu'il n'aura pas de dîner et qu'il devra dormir dehors. N'ayant pas d'autre choix, Saito s'allonge sur le sol froid, incapable de dormir à cause de la faim et de l'air glacial. Il pense qu'il pourrait mourir de faim ou de froid. Soudain, Siesta la servante apparaît et l'emmène secrètement à la cuisine. Le chef lui donne à manger et lui dit qu'il peut manger ici quand il veut. Il mentionne aussi qu'il est impressionné que Saito ait battu Guiche. Le chef essaie ensuite de l'embrasser comme un vrai détraqué, ce qui choque Saito. Plus tard, Siesta dit à Saito de revenir, espérant un peu d'action au lit, mais il la remercie simplement de lui avoir sauvé la vie. Siesta précise que c'est en fait Louise qui l'a sauvé en appelant un médecin coûteux et en payant cher. Après avoir réfléchi un moment, Saito dit que c'est logique puisque Louise est riche. Alors qu'il ressort, le dragon de Kirsch l'attrape et l'emmène dans sa chambre.
Kirche dit à Saito qu'elle a été impressionnée par son combat et commence à flirter avec lui. À ce moment-là, des garçons n'arrêtent pas de se présenter à sa fenêtre, chacun prétendant qu'elle a promis de passer la nuit avec eux. Mais Kirche invoque nonchalamment un dragon de feu et les jette dehors. Une fois partie, elle se penche de façon séduisante pour embrasser Saito, mais juste avant que leurs lèvres ne se touchent, Louise arrive. Quand Kirche se plaint que Louise les dérange encore, Louise lui interdit avec colère d'embrasser son familier. Kirche soutient que Saito est d'abord une personne, et cette fois même, Saito est d'accord avec elle. Pour prouver ses dires, Louise le prévient que les garçons se moqueront de lui demain. Craignant d'être humilié, Saito tente de partir avec elle. Voyant cela, Kirche joue les séductrices pour le faire hésiter, mais Louise, furieuse, l'entraîne. Après leur départ, Kirche sourit et jure qu'elle fera de Saito le sien, quoi qu'il arrive. De retour dans la chambre, Louise fulmine, affirmant que Saito n'apprécie pas ses efforts pour prendre soin de lui. Terrifié par son air sévère, Saito s'excuse sans cesse, mais Louise revient avec une cravache et commence à le gronder et à le frapper, exigeant de savoir ce qu'il trouve à Kirche. Quand Saito suggère qu'elle est jalouse, Louise le frappe encore plus fort, le mettant à terre comme s'il avait volé sa lingerie la plus chère. Épuisé, Saito abandonne et admet que c'était probablement un malentendu de sa part. Quand Louise se calme enfin, elle explique que sa famille et celle de Kirche ont une rivalité de longue date. Finalement, elle pardonne au pauvre bougre et Saito explique enfin qu'il était piégé dans cette situation. Quand Louise lui demande où il a appris l'escrime, Saito répond qu'il n'a jamais touché une épée auparavant. En entendant cela, Louise se demande si les familiers acquièrent des capacités spéciales lors de leur invocation. Elle lui dit ensuite de dormir car ils doivent aller quelque part demain. Aussitôt, Saito prend son tapis pour dormir dehors, mais Louise l'arrête et lui dit qu'il peut dormir sur le lit ce soir. Quand il demande si elle est sérieuse, elle dit qu'elle plaisantait et lui ordonne de sortir ses fesses de là. Cependant, au tout dernier moment, elle change encore d'avis et le laisse rester. Le lendemain, Louise et Saito se rendent au marché. De sa fenêtre, Kirche les regarde partir et se demande où ils vont, alors elle court voir Tabitha et les deux filles suivent le dragon de Tabitha. Au marché, Saito demande ce qu'ils font là, alors Louise l'emmène dans une armurerie pour lui acheter une épée pour se protéger. Elle en trouve vite une qui leur plaît, mais elle s'avère être onéreuse. N'ayant pas assez d'argent, elle achète une vieille épée rouillée à la place, mais le marchand dit qu'elle reste puissante. Sur le chemin du retour, Saito se plaint qu'elle lui a acheté de la camelote. Cependant, Louise dit que c'était le mieux qu'elle pouvait s'offrir et lui dit de la chérir comme son cadeau. D'un autre côté, Kirche, qui les a suivis, apparaît avec une épée d'or bien plus coûteuse. Tabitha pense tout bas que Kirche l'a payée de son corps, se demandant si elle a un compte OnlyFans. En quelques secondes, Kirche et Louise commencent à se disputer pour savoir quelle épée Saito gardera. Elles s'apprêtent à utiliser la magie, mais Tabitha leur prend leur baguette et leur dit de régler ça calmement. Quand Saito dit nerveusement qu'il gardera les deux, elles lui mettent un coup dans les parties. Kirche déclare qu'elle déteste Louise et Louise répond la même chose. À ce moment-là, une voix dit aux idiotes d'arrêter de se battre. Toutes deux fusillent Saito du regard, mais il nie avoir dit ça. À la surprise générale, il s'avère que l'épée parle et elle commence à se plaindre qu'on l'ait réveillée. Voyant cela, Kirche révèle que c'est une épée intelligente, mais Louise avoue qu'elle ignorait tout de son pouvoir. Enfin, Saito trouve l'épée incroyable et choisit celle de Louise, ce qui rend Kirche encore plus furieuse. Mais Louise, lassée de tout, se demande pourquoi tant de choses agaçantes lui arrivent sans cesse. Un jour, un certain comte Mott entre pavanant dans le bureau du directeur, se prenant pour le fils de Donald Trump avec un message du palais royal. Le directeur Haussmann réalise qu'il ne peut pas dire non à ses supérieurs. Il signe donc le document et Mott s'en va. En chemin, il croise la beauté locale, Mademoiselle Longueville, et tente de faire le charmeur en l'invitant à dîner pour finalement renoncer à sa tentative de drague au dernier moment. Dérouté par cette rencontre, Longueville demande au directeur de quoi il s'agit. Haussmann explique que Mott est à la recherche d'une célèbre voleuse de magie nommée Fouquet, qui donne bien du fil à retordre aux autorités. Apparemment, la horde d'aristocrates de l'académie en fait une cible de choix, on leur a donc demandé de l'aide. Le directeur admet qu'il n'a aucune idée des compétences magiques folles de cette voleuse, mais il s'inquiète surtout pour le coffre au trésor de l'académie, une chambre forte regorgeant de magie de haut niveau. Puis, prouvant qu'il est un vrai pervers, Haussmann utilise sa magie pour créer une main factice afin de chatouiller Longueville par derrière. Sans surprise, elle n'apprécie pas du tout ce comportement et entreprend de réduire la main magique en bouillie. Pendant ce temps, Saito a du mal avec sa nouvelle vie de domestique. Il fixe une pile de linge de Louise, se rappelant comment elle a insisté pour qu'il lave ses vêtements coûteux avec soin. Saito réalise que s'il suit ses instructions, il frottera les sous-vêtements malodorants de Louise jusqu'au siècle prochain. Alors qu'il réfléchit à ses choix de vie, Siesta apparaît de nulle part. Étant l'ange qu'elle est, elle prend le relais et finit toute la lessive pour lui. Saito tente de la remercier, mais Siesta inverse les rôles en le remerciant à son tour. Elle apprécie qu'il la traite comme un être humain et ne se soit jamais plaint, bien qu'il soit un roturier ayant battu un aristocrate. Plus tard, alors que Saito se promène, Kirche, la magicienne de feu, l'intercepte. Elle essaie toujours de le séduire et lui offre l'épée coûteuse qu'elle a achetée plus tôt.
Saito, amateur de butin, la suit jusqu'à sa chambre comme un petit chien perdu. À l'intérieur, il s'extasie sur l'épée, mais ça devient bizarre quand Kirsch prétend n'offrir de tels cadeaux qu'à son grand amour. Saito n'y croit pas, soulignant qu'elle a une véritable armée de petits amis. Cependant, Kirsch dit qu'il ne compte pas et énumère ce qu'elle aime chez lui, surtout qu'il est un pauvre raté sans magie bien membrée. Saito s'offusque en entendant cela et tente de partir, mais Kirsch n'a pas fini de jouer. Elle tente ensuite de le corrompre avec des bagues et des coffres, puis elle le plaque littéralement sur le lit. Pile au bon moment, Louise fait irruption et les surprend dans ce qui semble être une situation très épicée. Terrifié par sa colère, Saito s'empresse de partir tandis que Kirsch reste imperturbable, jurant de ne pas lâcher sa proie. De retour dans leur chambre, Louise joue les mères et fait la leçon à Saito pour avoir fréquenté l'ennemi. Saito tente d'expliquer qu'il voulait juste l'épée, mais Louise n'est pas d'humeur à écouter des excuses. Elle sort alors sa baguette et décide qu'une correction physique est le seul moyen de donner une leçon à ce pervers. Le lendemain, les choses prennent une tournure déprimante. Saito remarque que Siesta a l'air triste près de l'académie, et plus tard, Louise l'exclut de la classe car il est trop bruyant. Alors qu'il traîne avec les familiers des autres élèves et se sent déplacé parmi les bêtes magiques, Saito va en cuisine. Le chef lui donne de la nourriture et lui lâche une bombe. Siesta est partie. Il s'avère qu'elle a été recrutée comme servante pour le comte Mott dans ses quartiers privés. Le chef rappelle à Saito qu'en tant que roturier, ils n'ont aucun droit et doivent obéir aux aristocrates. Immédiatement, Saito se précipite vers Louise pour obtenir des réponses sur le comte Mott. Elle explique que c'est un messager impérial de haut rang et qu'une roturière comme Siesta ne peut refuser. Désespéré de sauver son ami, Saito retrouve Gish pour lui demander le chemin du manoir de Mott. D'un autre côté, Louise et Kirsch se disputent pour Saito, et Gish laisse échapper que le familier est parti seul en mission. Quelques jours plus tard, Saito tente de s'introduire discrètement chez Mott, mais se fait attraper par les gardes. Il est ensuite traîné devant le comte où il voit Siesta qui a l'air misérable. Il est clair que Mott est un homme avide qui ne l'a pas engagé que pour ses talents de ménagère. Saito exige sa libération, mais Mott se moque de lui, affirmant que Siesta est sa servante officielle et devrait en être fier. Quand Saito souligne que Mott profite d'une fille qui ne peut pas se défendre, le comte perd son sang-froid. Il s'apprête à exécuter Saito pour ses paroles, mais Siesta intervient, offrant de subir n'importe quelle punition pour le sauver. Saisissant l'occasion de jouer les méchants, Mott confie une tâche à Saito. Il prétend qu'un livre au trésor légendaire rempli de magie a été invoqué à proximité et dit à Saito que s'il le récupère, il libérera Siesta. Poussé par une énergie brute, Saito accepte et s'en va. Mais en chemin, il tombe sur Louise et ses gros atouts tout transpirants. Ils retournent ensuite à l'académie où Louise lui dit d'oublier Siesta, lui rappelant qu'elle est sa maîtresse. Saito fait semblant d'obéir, mais dès qu'elle dort, il s'éclipse à nouveau. Cette fois, il va voir Kirsch, ayant compris que c'est elle qui détient le livre. Kirsch admet la voir, mais dit qu'elle s'en fiche. Cependant, elle exige une séance torride au lit en échange du butin. Saito, lassé des aristos et de leur jeu, pique une crise, prend le livre et l'épée d'or et vole le cheval de Louise pour retourner chez Mott. Peu après, Louise, Kirsch et Tabitha finissent par les rattraper, volant vers le manoir sur le dragon de Tabitha. Louise est terrifiée à l'idée que Saito se fasse tuer. De retour au manoir, Saito affronte à nouveau Mott, mais sans le livre. Il décide de régler ça avec l'épée à la place. Mott, dont le vrai nom est apparemment Vampikmont, comme si on s'en souciait, utilise la magie de l'eau pour attaquer. Saito est projeté en arrière, et alors que Mott va l'achever avec des épées d'eau, Louise arrive et lance un sort. Naturellement, sa magie explose, stoppant l'attaque, mais éjectant aussi Saito au passage. Louise joue la carte de la noble loyale, s'excuse auprès de Mott et propose d'accepter toute punition pour son familier. Mais Kirsch intervient et lui remet le livre au trésor gratuitement. Il s'avère que le livre invoqué par le grand-père de Kirsch n'est qu'un vieux magazine de manga hentai. En homme de culture, Mott est ravi par les images à l'intérieur et accepte de libérer Siesta immédiatement. La crise étant évitée, le groupe retourne à l'académie. Siesta, pleine de gratitude, donne à Saito un gros baiser de remerciement devant tout le monde, le laissant tout chose. Saito tente de remercier Louise pour son aide, mais elle a atteint ses limites. Furieuse et jalouse, elle lui dit de se taire et commence à imaginer un mois de punition, laissant Saito implorer sa pitié. Quelques jours plus tard, une fille mystérieuse s'introduit dans le château et vide le coffre au trésor. Elle sourit et déclare que Sandy Fox a réussi à tout dérober. La scène passe à Louise, qui entraîne Saito. Il enchaîne les erreurs, ce qui frustre énormément Louise. Elle s'emporte en disant qu'il est nul en tout, que ce soit pour danser ou même marcher. Saito se plaint qu'elle n'avait aucun problème avant, mais qu'aujourd'hui elle ne fait que râler. Cependant, Louise lui rappelle qu'elle lui avait déjà parlé de la prochaine exposition. Quand Saito demande ce que c'est, Louise explique que chaque élève doit faire défiler son familier comme une bête.
Elle soupire, se demandant comment un familier inutile comme lui va s'en sortir. Saito lui dit d'attendre et qu'il va lui montrer quelque chose. Louise s'excite, pensant qu'il a peut-être un talent caché. Au lieu de ça, Saito attrape sa culotte et chante que sa maîtresse porte de vieux sous-vêtements. Louise explose de colère et exige qu'il répète ce qu'il vient de chanter. Terrifié, Saito recule brusquement, faisant tomber son épée au sol. Cependant, Louise se souvient soudain qu'il sait en fait assez bien manier l'épée. Saito refuse, disant qu'il ne peut pas car il n'a même pas touché Gish lors de leur combat. Mais Louise souligne qu'il a très bien combattu Gish, ce à quoi Saito répond qu'il ignore comment. Plus tard, Saito s'entraîne à l'épée mais galère et s'écroule comme un vieux vétéran. Il se dit que comme il n'y connaît rien, il ne pourra jamais apprendre en un jour. C'est alors que Siesta apparaît, et quand elle lui demande ce qu'il fait, Saito rougit en repensant à la veille. Siesta demande alors s'il se prépare pour l'exposition, et Saito explique que Louise lui a dit que les élèves de deuxième année s'entraînent dur avec leurs familiers. Il n'a donc pas d'autre choix que de travailler seul. Pendant ce temps, le directeur ordonne à Mademoiselle Longueville de nettoyer et de réparer la salle d'exposition. Le directeur pervers espère secrètement que sa souris espionne se glissera dans ses vêtements pour voir ce qu'elle porte aujourd'hui. Cependant, Mademoiselle Longueville repère la souris et la chasse. Plus tard, la souris revient vers le directeur, qui est déçu, alors Longueville bat le directeur avec colère. Tous les étudiants entraînent sérieusement leurs familiers. Alors que Saito et Siesta passent par là, Saito remarque leur travail acharné. Siesta lui dit que tout le monde travaille si dur parce que la princesse vient assister aux représentations et offrira un cadeau spécial au vainqueur. Avant de partir, Siesta prend la main de Saito, lui souhaite bonne chance et s'en va, faisant à nouveau rougir Saito. Quelques instants plus tard, un professeur dit à Mademoiselle Longueville qu'elle peut se détendre et partir car la sécurité est extrêmement stricte avec des verrous magiques sur les portes. Mais Longueville semble toujours inquiète que Sandy Fox ne vole le trésor. Quand le professeur l'assure qu'il est impossible pour le voleur de s'introduire, elle finit par accepter et s'en va. Bientôt, la princesse arrive à l'académie. Tous les étudiants rougissent en la voyant, chuchotant sur la taille de sa poitrine. Seto commence aussi à la louer ouvertement, ce qui met Louise en colère et la pousse à le faire taire immédiatement. Pendant ce temps, tout le personnel s'incline respectueusement devant la princesse et le directeur la remercie d'avoir accepté leur invitation. De retour dans la chambre, Saito continue de s'entraîner à l'épée mais ne cesse de penser à la princesse, ce qui le fait rougir et bafouiller. Il finit par jeter l'épée de frustration et reprend les sous-vêtements de Louise, disant qu'il a un bien meilleur talent. Furieuse, Louise se lève du lit pour le battre. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et quand Saito ouvre, une fille entre. Louise demande qui elle est et quand la fille retire son écharpe, il s'avère que c'est la princesse elle-même. Elle court alors vers Louise et la serre fort dans ses bras, disant qu'elle lui a beaucoup manqué. Louise est émue alors que des souvenirs de leur enfance défilent devant elle. Elles jouaient ensemble et étaient les meilleures amies du monde. Elle s'était même promis que si l'une avait des ennuis, l'autre viendrait l'aider. Louise essaie d'être formelle et s'excuse d'avoir fait venir la princesse dans un endroit si modeste, mais la princesse lui dit d'arrêter les formalités puisqu'elles sont amies d'enfance et ont déjà reniflé leurs sous-vêtements plusieurs fois. Quand Louise continue de s'excuser, la princesse se met à pleurer. Voyant cela, Louise finit par s'adoucir, lui prend la main et dit qu'elles sont toujours de très bonnes amies. Saito essaie de profiter du moment pour demander à la princesse de lui apprendre un nouveau tour, mais Louise devient furieuse, le jette au sol et le bat comme Conor McGregor. La princesse remarque Saito et demande s'il est le familier que Louise a invoqué. Elle révèle qu'elle voulait le rencontrer depuis qu'elle a appris qu'un esprit familier avait vaincu un noble. Louise essaie de parler, mais la princesse l'arrête, disant que c'était une petite erreur et qu'elle ne devrait pas le punir si sévèrement. La princesse rappelle aussi à Louise leur promesse d'enfance de se protéger mutuellement. En entendant cela, Louise rougit et écrase à nouveau la tête de Saito contre le sol. Alors que la princesse s'apprête à partir, elle serre Louise dans ses bras et dit que le temps passé ensemble quand elles étaient jeunes est toujours très précieux pour elle. Louise répond que c'est tout aussi important pour elle. Avant de partir, la princesse souhaite bonne chance à Saito. Saito prend une pose élégante comme un modérateur Reddit flippant et demande si elle viendra juste pour le voir jouer demain. Mais une fois de plus, Louise commence à le battre comme s'il lui devait de l'argent. Le lendemain, l'exposition commence. Le familier de Kirsch passe en premier, suivi de Montmorency et des autres. Enfin, c'est au tour de Louise et Saito. Sur scène, Louise présente son esprit familier. Quelqu'un dans la foule crie pour motiver Louise, mais l'appelle ensuite moqueusement Zéro. Tout le public éclate de rire, ce qui rend Louise un peu émotive. Ne pouvant plus regarder, Saito crie à tout le monde de se taire et de regarder sa performance. Il tente de commander son épée, mais elle reste endormie et ne répond pas. Gish se moque de lui, mais Kirsch commence à rougir en voyant cet idiot. Alors que les élèves continuent de rire, Saito s'apprête à agir, mais Louise, furieuse, l'attrape par l'oreille et le traîne hors de scène.
Pendant ce temps, la mystérieuse fille de tout à l'heure se tient devant la salle du trésor, essayant de forcer la serrure. Après avoir échoué, elle invoque un golem massif grâce à sa magie et lui ordonne de détruire les piliers. Malheureusement, l'attaque du golem n'a aucun effet. Réalisant que le coffre au trésor est protégé par une magie puissante, empêchant les attaques physiques, elle cherche un autre moyen. Par chance, Louise et Saito passent par là, et Louise reconnaît immédiatement le golem et dit que ce n'est pas un familier, mais un être créé par magie. La fille les remarque et ordonne au golem de les capturer. Saito pousse Louise pour l'écarter et se fait capturer à sa place. Il dit à Louise de s'enfuir, mais elle refuse. Elle pointe alors sa baguette vers le golem et lance une boule de feu, créant une énorme explosion. L'explosion résonne jusqu'à la salle d'exposition, où Montmorency demande si quelqu'un l'a entendu, mais Kirsch dit n'avoir rien entendu. Pendant ce temps, Tabitha remporte la première place et reçoit un cadeau de la princesse. De retour au combat, la boule de feu de Louise explose juste à côté du derrière de Saito. Il crie, demandant si elle essaie de l'éliminer, mais Louise répond que ce n'était qu'une petite erreur. La voleuse est surprise que Louise puisse utiliser la magie et elle remarque même une fissure dans le mur causée par l'explosion et ordonne au golem d'attaquer cet endroit. Lorsque le golem perce un trou dans le mur, toute l'académie se met à trembler. Maintenant, la fille remercie Louise de l'avoir aidée et ordonne au golem de libérer Saito. Alors que Saito tombe vers la liberté, Tabitha apparaît et le sauve, ce qui soulage enfin Louise. D'un autre côté, le directeur se demande furieusement comment le voleur est entré et a volé le coffre au trésor sans laisser d'indice. Toute l'académie apprend bientôt que Sandy Fox a réussi à voler le trésor. Louise dit à Saito que le voleur devait être un mage de classe triangle, puisqu'elle pouvait contrôler un golem aussi grand. Mais Saito dit nonchalamment qu'ils sont tous les deux en vie, et c'est ce qui compte. Louise se demande comment il peut être si insouciant alors qu'un si gros problème est survenu. Sur ce, Louise s'agenouille devant la princesse et s'excuse d'avoir échoué à protéger le trésor. La princesse la réconforte, disant que ce n'est pas sa faute et promet de tout rapporter au palais royal. Après le départ de la princesse, Louise craint que la réputation de l'académie ne soit ruinée. À ce moment-là, Saito lui demande pourquoi elle ne s'est pas enfuie quand il le lui a dit, mais Louise répond qu'un maître ne devrait jamais abandonner son familier dans une telle situation, laissant le pauvre Saito stupéfait par ses paroles. Quelques jours plus tard, Kirsch s'assoit près de Saito, lui donnant des fruits tout en l'interrogeant sur la longueur de sa saucisse. À proximité, Louise les observe avec une jalousie intense. Elle s'emporte ensuite contre Saito en lui disant qu'il est son familier et qu'il n'a donc pas le droit de manger dans la main d'une autre fille. Leur dispute est interrompue par une annonce en classe. La princesse a assumé l'entière responsabilité du récent vol, affirmant que les gardes étaient occupés à la protéger. Cependant, Louise devient profondément bouleversée en entendant cela. Un professeur arrive bientôt et informe Louise, Tabitha et les autres que le directeur veut les voir dans son bureau. Kirsch les accompagne même si elle n'a pas été convoquée, disant qu'elle s'ennuie. Dans le bureau, le directeur révèle qu'une maison inconnue a été découverte au plus profond de la forêt. Il soupçonne Sandy Fox de s'y cacher. Il leur montre une photo et Louise confirme qu'il s'agit de la même personne. Déterminé à restaurer l'honneur perdu de l'académie, il demande des volontaires parmi les aristocrates. Louise lève immédiatement la main et déclare qu'elle ira attraper Sandy Fox par les couilles. Tout le monde est choqué d'entendre ça et Kirsch se porte aussi volontaire, refusant d'être distancé par Louise. Tabitha lève aussi discrètement la main, disant qu'elle s'inquiète pour elles deux. Le directeur confie donc la mission aux trois filles et fait l'éloge de leur capacité. Il annonce que Tabitha a déjà reçu le titre de chevalier de la part de la princesse. Il vante ensuite la puissante magie du feu de Kirsch et le prestige de sa famille de Germania. Concernant Louise, il dit maladroitement que son avenir est radieux et se hâte de la féliciter d'avoir invoqué un familier si puissant capable de vaincre un aristocrate. Dans la foulée, Mademoiselle Longueville se propose de les accompagner comme guide. Sur ce, l'équipe se prépare et part en mission. En marchant dans la forêt, Saito demande à Louise comment Sandy Fox peut utiliser la magie si seuls les aristocrates le peuvent. Longueville explique que certains roturiers peuvent utiliser la magie s'ils étaient autrefois des aristocrates ayant renoncé à leur statut. Kirsch l'interrompt et demande comment Longueville a perdu son propre titre, mais l'enseignante reste silencieuse. Quand Kirsch se plaint de s'ennuyer, Louise lui dit qu'elle est venue pour rien. Elle s'accroche alors à Saito, disant qu'elle n'est venue que parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Elle taquine Louise en lui demandant ce qu'elle ferait si un monstre géant apparaissait. Les deux filles commencent à se chamailler comme des vieilles chippies séniles jusqu'à ce que Saito les arrête. Quelques instants plus tard, Kirsch montre à Saito l'épée coûteuse qu'elle lui a achetée. Saito dit qu'il en a déjà une, mais Kirsch insiste pour qu'il garde la sienne en cas d'urgence. Après avoir obtenu la permission de Louise, Saito l'accepte à contre-cœur, tandis que Louise bout de jalousie. Bientôt, le groupe atteint la maison mystérieuse au fond de la forêt et inspecte immédiatement les environs. Saito regarde par une fenêtre et dit qu'il n'y a personne à l'intérieur. Tabitha cherche des pièges magiques mais ne trouve rien. Louise propose de monter la garde à l'extérieur pendant que les autres fouillent. À l'intérieur, Tabitha découvre le bâton de la destruction dans une boîte.
Alors que Kirsch et Saito se retournent, le plafond explose et un golem massif apparaît et attaque presque aussitôt. Voyant cela, Tabitha lance une puissante tornade, mais elle affecte à peine la créature. Kirsch enchaîne avec une grosse boule de feu, mais le golem ne recule que légèrement. Alors que le golem s'apprête à frapper de nouveau, Louise s'avance. Saito tente de l'arrêter, mais elle insiste sur le fait qu'elle est une aristocrate et qu'elle ne fuira pas. Malheureusement, son sort ne parvient pas à blesser le golem. Terrifiée, Louise fait face à l'attaque imminente avec un cœur de pierre. Saito se précipite au dernier moment et la sauve, mais Louise lui dit avec colère de ne pas s'en mêler. Frustrée, Saito la gifle et crie que même si elle est une aristocrate, ça n'aura plus d'importance si elle meurt. Louise se met à pleurer en entendant cela, disant qu'elle ne peut pas s'enfuir, sinon tout le monde se moquera d'elle en l'appelant encore Zéro. Saito s'en veut mais la met à l'abri. Il demande à Tabitha d'emmener Louise sur son dragon. Les filles acceptent. Saito charge le golem seul, mais son épée se brise à l'impact. L'épée intelligente lui parle alors, le pressant de l'utiliser. Dès que Saito s'en saisit, les runes sur sa main brillent intensément. Ressentant la même puissance que lors de son combat contre Guiche, il s'élance et tranche un bras du golem d'un seul coup. Voyant cela, Louise demande à Tabitha de la faire descendre. Elle s'approche du golem en tenant le bâton de la destruction, mais rien ne se passe quand elle l'active. Alors Saito prend le bâton, réalise que c'est un lance-roquette et tire sur le golem, pulvérisant la créature comme des toilettes publiques. Pendant ce temps, Louise regarde avec stupéfaction, tandis que Saito explique que le bâton de la destruction est une arme de son monde. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, Kirsch accourt pour l'embrasser. Soudain, Mademoiselle Longueville pointe le lanceur vers eux et révèle qu'elle est la véritable Sandy Fox. Cependant, Saito l'assomme et explique que le lanceur n'avait plus de munitions et que Longueville elle-même était la dernière pièce. Le directeur félicite ensuite l'équipe et les informe qu'ils sont invités au Palais Royal en tant qu'invités d'honneur. Quand Louise demande si Saito peut venir, le directeur refuse car c'est un roturier. En entendant cela, Louise s'attriste, mais Saito dit que ça ne l'intéresse pas de toute façon. Il demande ensuite au directeur un entretien privé. Une fois seul, Saito révèle qu'il n'est pas de ce monde. Le directeur lui dit que le bâton appartenait à un ami d'un autre monde qui lui a sauvé la vie il y a 30 ans, mais que cette personne est décédée. Saito réalise que sa seule piste pour rentrer a disparu. Au Palais Royal, une grande fête bat son plein. Saito se tient près de la fenêtre, l'air déprimé, comme si son chien venait de mourir d'une diarrhée. Quand Louise arrive, éblouissante, plusieurs garçons l'invitent à danser, mais elle les éconduit tous et va droit vers Saito. Elle lui demande alors ce qu'il fait là tout seul. Saito répond qu'en tant que familier, il ne peut aller nulle part sans l'ordre de son maître. Louise lui demande alors de danser avec elle. En dansant, Saito lui demande nerveusement de le corriger s'il fait des erreurs. Après un moment, Louise demande s'il veut toujours retourner dans son propre monde. Quand Saito dit oui, Louise s'attriste et s'excuse d'avoir posé la question. Elle le remercie ensuite de lui avoir sauvé la vie à plusieurs reprises. Saito remarque son comportement inhabituel et demande ce qui ne va pas. Louise rougit profondément et juste à ce moment, l'épée intelligente intervient, disant qu'elle n'a jamais vu un roturier danser avec son maître. Quelques jours plus tard, Saito et Louise se tiennent respectueusement devant la princesse. La princesse les remercie sincèrement, disant que s'ils n'avaient pas arrêté Sandy Fox, le voleur aurait pu devenir une menace sérieuse pour le royaume. Elle les félicite ensuite tous les deux pour leur bravoure, ce qui rend Saito extrêmement gêné par ce compliment royal. La princesse tend alors la main à Saito pour une poignée de main, mais Louise intervient vite et lui rappelle qu'elle ne devrait pas toucher un simple familier. Cependant, la princesse sourit et répond que ce familier a beaucoup aidé Louise, il mérite donc une récompense appropriée. Elle tend à nouveau la main avec une intention claire, mais Saito commence à trop réfléchir et se demande nerveusement si elle veut qu'il s'agenouille. Louise se penche et murmure que la princesse demande un baiser. Cela fait devenir le visage de Saito tout rouge. Après une hésitation et Louise le pressant de se dépêcher, Saito s'avance, prend la princesse dans ses bras et l'embrasse. Alors que la princesse s'évanouit de dégoût pur face à l'haleine de Saito, Louise regarde avec horreur, pensant que cet idiot est allé trop loin. Dans la scène suivante, Louise a copieusement battu Saito. Couvert de bleu, elle exige qu'il s'excuse immédiatement auprès de la princesse. Saito proteste en disant que c'est elle qui lui a dit de l'embrasser. Louise précise avec colère qu'elle voulait dire un baiser sur la main. La princesse, maintenant rétablie, essaie de calmer les choses et dit que c'était un malentendu. Même alors, Louise continue de le gronder jusqu'à ce que la princesse demande une faveur. Louise accepte immédiatement, disant qu'elle ferait n'importe quoi, même sauter par la fenêtre si on le lui ordonnait. Cependant, la princesse sourit et lui dit qu'il n'y a pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Elle veut simplement que Louise aille dans la ville voisine pour enquêter discrètement sur des rumeurs suspectes. Suivant les ordres de la princesse, Saito et Louise arrivent en ville déguisés en roturiers. Saito avertit Louise d'agir comme une vraie roturière, mais elle l'ignore. Plus tôt, la princesse avait donné à Louise une carte d'identité royale spéciale pour la mission. Il tente de réserver une chambre dans un hôtel insonorisé de luxe pour des activités coquines, mais Louise n'a pas assez d'argent.
Saito suggère une auberge moins chère, mais elle refuse. Frustrée, Saito dit que la mission pourrait échouer car elle ne convient pas à quelqu'un d'aussi fier qu'elle. Mais Louise déclare avec colère qu'elle s'occupera de tout elle-même et lui dit d'attendre dehors. Plus tard, Saito trouve Louise assise tristement sur un banc. Elle avoue avoir perdu tout son argent au casino en essayant de le doubler pour une meilleure chambre. Après réflexion, Saito suggère d'abandonner la mission, mais Louise refuse de renoncer. Pendant qu'ils se disputent, un homme excentrique nommé Scarron apparaît. Il a surpris leur conversation et leur propose une chambre en échange d'un travail dans son établissement. Saito et Louise se réjouissent tous deux de cette opportunité de logement gratuit. Bientôt, Scarron les emmène dans son auberge sur le thème des servantes. Il les présente aux autres servantes, prétendant qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils n'ont pas trouvé d'endroit où loger. Louise est affectée comme serveuse, tandis que Saito s'occupe du nettoyage et de la vaisselle. Une fille joyeuse demande à Saito de l'aider à faire la vaisselle et propose de l'assister pour tout ce dont il a besoin. Plus tard, Scarron annonce un concours de pourboire dans lequel la servante qui en gagnera le plus remportera une magnifique robe. Même si l'idée ne lui plaît pas, Louise y participe car elle est prête à tout à ce stade pour de l'argent. En servant, Louise rencontre un client grossier qui se moque d'elle, disant que sa poitrine est aussi plate qu'une planche de surf. Elle contient à peine sa colère en entendant cela, mais Scarron intervient et la renvoie. Cette nuit-là, dans leur chambre commune, Louise se plaint de l'atmosphère glauque mais finit par accepter d'y dormir. Plus tard, des chauves-souris envahissent la pièce, la terrifiant au point de dormir tout près de la saucisse de Saito. Le lendemain, Louise est aux prises avec des clients grossiers tandis que la fille travaillant avec Saito révèle qu'elle est la fille de Scarron. Le dernier jour, un officier des impôts, riche et arrogant, arrive. La plupart des servantes l'évitent. Louise voit sa chance et s'approche, mais l'homme l'insulte et tente de la toucher. Enragée par ce comportement, Louise lui donne un violent coup de pied au visage et les autres servantes l'acclament. Quand l'aristocrate ordonne à ses gardes de l'arrêter, Saito se précipite pour la protéger. Il essaie de dégainer son épée, mais se rend compte qu'il l'a oubliée. Soudain, Louise apparaît tenant sa baguette et provoque une énorme explosion. Elle révèle qu'elle l'a apportée parce qu'elle n'est pas aussi stupide que Saito. L'aristocrate n'y croit pas, alors Louise lui montre la carte d'identité royale, ce qui le fait paniquer, s'incliner profondément et lui donner une généreuse compensation avant de s'enfuir. Immédiatement, toutes les servantes s'agglutinent autour de Louise avec admiration pour renifler ses aisselles en sueur. Cependant, quand Saito l'avertit que tout le monde sait maintenant qu'elle n'est pas une roturière, Scarron dit que les origines n'ont pas d'importance ici. Sa fille déclare Louise gagnante et lui remet la magnifique robe. Plus tard dans la nuit, alors que Saito se détend sur le lit, il remarque que Louise se change et propose son aide, mais elle refuse. Lorsqu'elle sort vêtue de sa nouvelle robe élégante, le mât de drapeau de Saito change de direction. Quelques jours plus tard, Louise et Saito retournent à l'académie après avoir terminé leur mission. Louise se plaint immédiatement que Saito est assis trop près et lui dit de reculer, mais Saito répond nonchalamment que cela n'a pas d'importance car il aime son odeur corporelle. Cela irrite encore plus Louise car les vacances d'été ont déjà commencé. Elle s'énerve car tous les autres étudiants sont rentrés chez eux voir leurs parents alors qu'elle est coincée ici avec un idiot comme lui. Plus tard, lorsqu'ils croisent Tabitha et Kirsch demande si Louise revient de sa maison familiale. Louise répond qu'elle y est allée pour d'autres affaires. Pendant qu'ils parlent, Saito s'approche, alors Kirsch le serre immédiatement dans ses bras, disant à quel point elle est heureuse qu'il soit de retour. Voir cela fait bouillir Louise de jalousie. Lorsqu'elle demande à Kirsch où elle va, Kirsch répond qu'elle se rend chez Tabitha avec elle. Les deux filles partent peu après et Saito les regarde s'en aller d'un air doux. Louise s'énerve encore plus et lui donne un grand coup de pied. Dans le carrosse, Kirsch demande à Tabitha pourquoi elle ne semble pas heureuse de rentrer chez elle. Tabitha reste silencieuse face à la question, mais quand Kirsch insiste pour qu'elle se confie sur ses problèmes, elle finit par révéler qu'elle a été renvoyée de son ancienne école pour avoir causé trop de problèmes dans le dortoir des garçons. Sa famille l'a traitée d'inutile et a tenté de la forcer à épouser un vieil homme, et c'est pour cela qu'elle s'est enfuie dans cette académie. Tabitha finit par parler, demandant si Kirsch plaisante, mais à ce moment-là, leur carrosse s'arrête soudainement. Un homme à l'extérieur leur dit que la rivière en amont a débordé et que le pont est brisé. Ils doivent donc emprunter un autre itinéraire. Pendant ce temps, à l'académie, Louise ordonne à Saito de laver tous les vêtements et de nettoyer toute la pièce. Elle l'avertit que s'il commet ne serait-ce qu'une seule erreur, il sera privé de dîner. Saito écoute en silence et après son départ, Louise s'assoit seule et fulmine. Elle pense que Saito est un idiot qui courtise toutes les filles, puis se demande pourquoi elle se met si en colère dès qu'il est avec quelqu'un d'autre. En marchant dehors, Saito se dit que même si Louise lui crie constamment dessus, vivre avec elle lui procure un sentiment étrange et chaleureux, comme s'il était chez lui. Il voit ensuite Montmorency et Guiche se disputer, et bientôt Montmorency s'en va furieuse. Saito la rejoint rapidement sur le chemin et lui dit que Louise est toujours à l'académie. Aussitôt, Montmorency rentre à l'intérieur, suivi désespérément par Guiche. Quand Saito remarque un grand chaudron vide à proximité, il le demande à un serviteur et l'admire plus tard tout seul. Son épée intelligente lui demande ce qu'il compte en faire, mais Saito lui dit d'attendre et de voir. Au grand manoir de Tabitha, un majordome accueille chaleureusement les filles avec un redoublement de galanterie.
Plus tard, Tabitha dit à Kirsch d'attendre pendant qu'elle entre à l'intérieur. Après le départ de Tabitha, Kirsch regarde un portrait juste au moment où le majordome lui apporte du thé et se présente comme le majordome de la famille d'Orléans. Quand Kirsch lui dit qu'elle vient de Germanie, le majordome se dit ravi de sa venue, car Tabitha ramène rarement des amis à la maison. Kirsch est surprise d'apprendre que le vrai nom de Tabitha est Charlotte. À ce moment-là, Tabitha entre dans une pièce et salue sa mère, qui ne montre aucune joie et l'appelle froidement une fille têtue. Pendant ce temps, le majordome raconte à Kirsch l'histoire tragique de la famille. Le père de Tabitha, le précédent roi, a été violemment éliminé, faisant de son oncle le nouveau roi actuel. Il y a 5 ans, après la mort du roi, le frère aîné de Tabitha, talentueux, avait du soutien, mais des intrigues ont mis son oncle sur le trône. Sa mère a ensuite été prise pour cible. Lors d'une fête, on leur a offert à toutes deux une boisson contenant un sort de blocage mental. La mère, soupçonnant un danger, l'a bu elle-même pour protéger sa fille et est depuis mentalement brisée comme une poupée. Le majordome révèle que Tabitha a été envoyée dans des missions presque impossibles pour obtenir une protection pour sa mère. C'est pourquoi elle a été envoyée étudier au loin. Quand Tabitha revient, Kirsch s'approche d'elle avec inquiétude, mais ne dit rien de ce qu'elle a appris. De retour à l'académie, Montmorency prépare secrètement une potion spéciale et la mélange à une boisson. Pendant ce temps, Saito utilise le grand chaudron comme baignoire et se détend à l'intérieur. À ce moment-là, Siesta arrive et sursaute quand Saito se lève de l'eau. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait, après quelques hésitations et rougeurs, Siesta le rejoint. Ils discutent tranquillement tandis que Siesta l'interroge sur son monde. Saito lui dit qu'il n'y a pas de magie là-bas et qu'il n'y a qu'une seule lune. Quelques instants plus tard, Montmorency s'apprête à verser la potion dans le verre de Guiche, mais il lui montre ce qu'il croit être Louise. Pendant ce temps, Louise erre avec colère, cherchant Saito quand elle l'aperçoit en train de se baigner avec Siesta et s'en va furieusement. Après le départ de Siesta, Montmorency réussit à mélanger la potion, mais avant que Guiche ne puisse la boire, Louise apparaît, prend le verre et le vide d'un trait sous les yeux choqués de Montmorency. Ce soir-là, Louise est assise sur son lit, le visage rouge, et quand Saito revient, elle le réprimande pour son retard. Saito explique qu'il ne s'était pas baigné correctement depuis longtemps, mais Louise le nargue en disant qu'elle sait exactement ce qu'il faisait avec Siesta. Saito est troublé par ces mots, et il voit que le visage de Louise est rouge vif. Soudain, Louise l'attrape et se met à pleurer comme une divorcée en crise. Elle le traite ensuite d'idiot qui ne comprend rien et se plaint d'avoir été si seule. De fil en aiguille, elle le serre fort dans ses bras et lui avoue qu'elle l'aime vraiment. Saito est stupéfait par cette déclaration, mais il ne réalise pas que sur le pas de la porte, Montmorency observe et marmonne qu'elle savait que ça arriverait. Pendant ce temps, Kirsch est chez Tabitha et pense à la mission périlleuse que Tabitha a reçue directement du roi. Kirsch avait demandé si Tabitha n'était rentrée que pour la mission, puis a décidé de l'accompagner. Alors que Tabitha dort paisiblement, Kirsch reste éveillé, veillant silencieusement sur son ami. Le lendemain, Saito se lève et sort faire la lessive comme d'habitude. Cependant, Louise s'accroche fermement à son bras depuis la nuit précédente. Il repense sans cesse à la discussion où Montmorency avouait que le filtre d'amour était pour Guiche, le traitant de perdant infidèle. Hélas, Louise l'a bu par erreur, et comme elle aimait déjà Saito, le filtre l'a rendue incroyablement affectueuse et collante. Saito lui demande quand les effets vont enfin s'estomper, mais Louise n'en a aucune idée. Elle refuse de lâcher son bras, même une seconde, insistant qu'elle ne peut pas le laisser seul, sinon il courra après une autre fille. Pile au bon moment, Siesta arrive. Louise passe instantanément en mode petite amie jalouse et accuse Saito de la tromper avec Siesta. La situation met Siesta très mal à l'aise et elle commence à reculer. Louise reporte alors sa colère sur Saito, lui criant dessus parce qu'il aime Siesta avant de partir en trombe. Saito poursuit Siesta et la trouve en train de laver du linge près de la fontaine. Il essaie alors d'expliquer que ce qu'elle a vu n'était pas vrai et que c'était un gros malentendu. Pendant ce temps, Siesta répond calmement que ça n'a pas d'importance pour elle. Saito lui dit désespérément la vérité. Louise a bu par accident un filtre d'amour la nuit dernière. Siesta se retourne et dit qu'il est inutile de mentir car tout le monde sait que les filtres d'amour sont illégaux. Elle l'ignore ensuite royalement et s'en va. Épuisé, Saito retourne dans sa chambre et trouve Louise assise sur le lit, les jambes un peu plus écartées que d'habitude. Mais dès qu'il entre, elle se remet à pleurer, disant qu'elle ne se sent pas belle du tout. Saito en tombe du lit de surprise, mais se relève vite, la serre dans ses bras et promet de trouver une solution quoi qu'il arrive. Ce soir-là, Saito entre brusquement chez Montmorency, bousculant Guiche au passage. Il exige qu'elle redonne à Louise son état normal immédiatement. Montmorency dit que l'effet disparaîtra avec le temps, mais Saito insiste pour qu'elle prépare un antidote tout de suite. En entendant ça, Guiche tente de lui rappeler qu'il parle à une aristocrate, mais Saito évoque la raclée de tout à l'heure, faisant reculer Guiche. Finalement, Montmorency accepte, mais prévient que l'ingrédient principal se trouve dans un endroit très dangereux. Saito déclare qu'ils partiront demain de toute façon, et après quelques menaces, elle finit par céder.
Cette nuit-là, Louise mord le cou de Saito comme un Golden Retriever avant de s'endormir pendant qu'il veille sur elle. Le lendemain matin, le groupe monte à cheval et se dirige vers le lac. Louise dort encore dans les bras de Saito pendant la majeure partie du trajet, et quand ils arrivent enfin, Gish court devant avec enthousiasme. Louise, réveillée, dit à Saito qu'elle lui a tricoté un pull et le lui tend fièrement. Ça ressemble plutôt à un bonnet informe, mais Saito le met quand même pour lui faire plaisir. Soudain, ils entendent Gish hurler alors qu'il glisse dans l'eau de l'inondation. Montmorency explique que cette zone était un village prospère, mais l'esprit de l'eau est furieux et a tout inondé. Elle leur conseille d'attendre le soir, moment où l'esprit apparaît habituellement. Le soir venu, Montmorency sort une petite grenouille, se pique le doigt et met du sang dessus pour invoquer l'esprit comme une vraie cinglée. Elle révèle qu'elle a passé un pacte avec lui quand elle était jeune. Étonnamment, une énorme colonne d'eau jaillit vers le ciel. Montmorency décline son nom et sa famille, exigeant que l'esprit se montre. L'eau prend vite la forme d'une belle femme et l'esprit semble se souvenir de Montmorency et lui demande ce qu'elle veut. Lorsqu'il demande l'ingrédient spécial, l'esprit refuse. Voyant cela, Saito prend la parole, malgré Montmorency qui lui dit de se taire. Il s'agenouille et supplie sincèrement l'esprit de l'aider. Après une longue pause, l'esprit accepte à une condition. Ils doivent vaincre les humains qui causent des problèmes sur son territoire. Saito accepte immédiatement, ignorant pour l'instant les conséquences de sa promesse. D'un autre côté, Montmorency tente de refuser, mais Saito la fait chanter pour qu'elle se joigne à eux. La nuit tombée, ils se cachent dans la forêt et attendent tandis que Louise continue d'irriter Saito avec son comportement collant et ses gros seins. Bientôt, ils aperçoivent deux mages encapuchonnés récitant des sorts au bord du lac. Saito s'apprête à attaquer mais Gish le retient, l'avertissant qu'ils ont l'air très doués. C'est alors que Gish suggère un plan. Il va les distraire pendant que Saito lance une attaque surprise. Sur ce, le plan commence. Gish lance des mottes de terre avec sa magie, mais les mages les bloquent facilement avec le vent et le feu. À ce moment-là, Saito fonce, esquivant boule de feu et magie de glace, mais se fait éjecter plusieurs fois. Alors que les mages s'apprêtent à l'achever, Louise intervient avec une puissante explosion qui fait tomber leur capuche, révélant Tabitha et Kirsch tout aussi choqués. Après avoir expliqué la situation, Kirsch dit qu'on leur a confié la mission de vaincre l'esprit de l'eau. Saito suggère de lui parler d'abord, et quand l'esprit réapparaît, Saito lui demande pourquoi elle inonde la terre. L'esprit répond que les humains lui ont volé un précieux anneau magique pris par un homme nommé Cromwell. S'il n'est pas rendu, elle inondera le monde entier. En entendant cela, Saito promet qu'il trouvera l'anneau et le rapportera. L'esprit accepte et leur donne l'ingrédient spécial, promettant également de calmer les eaux. De retour à l'académie, le filtre d'amour se dissipe enfin et Louise redevient normale, horrifiée par tout ce qu'elle a dit et fait au sexe de Saito. Elle se met très en colère contre Saito pour l'avoir laissé se comporter ainsi et commence à le poursuivre pour le frapper. Mais soudain, la fenêtre s'ouvre avec fracas et la princesse entre de façon spectaculaire dans la pièce. Le lendemain, Louise s'approche de la princesse et lui demande pourquoi elle est venue les voir seule la nuit, soulignant à quel point cela pourrait être dangereux. La princesse répond qu'elle a une affaire urgente qui doit être traitée dans le plus grand secret. Elle révèle qu'elle épousera bientôt un roi laid d'un royaume voisin afin d'éviter une guerre. Bien qu'elle n'ait aucun sentiment pour lui, elle doit aller jusqu'au bout pour le bien de son pays. Le vrai problème, explique-t-elle, est qu'elle a secrètement échangé des lettres très intimes avec le prince d'un autre royaume. Si ces lettres venaient à être révélées, le mariage pourrait s'effondrer, créant de graves problèmes politiques. Louise s'agenouille et promet qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. Soudain, Saito remarque quelqu'un qui écoute derrière la porte et crie pour qu'il se montre. Il s'avère que c'est Gish qui entre, salue poliment la princesse et admet avoir tout entendu, il propose donc son aide pour la mission. Saito et Louise ont l'air visiblement agacés par son entrée théâtrale, mais la princesse connaît bien le père de Gish et l'autorise à se joindre à eux. Plus tard dans la nuit, Saito sort pour faire la lessive. Siesta s'approche de lui et s'excuse de ne pas avoir cru son histoire de filtre d'amour. Saito lui dit de ne pas s'en faire et lui demande s'il y a des scientifiques célèbres dans la région. Siesta l'emmène chez un vieil inventeur qui étudie les dragons depuis de nombreuses années. Le vieil homme mentionne qu'un familier comme Saito a déjà été invoqué il y a longtemps par un mage légendaire. Ce familier avait la capacité d'utiliser la magie du vide, un pouvoir qui n'a jamais été revu depuis. Il souligne aussi que Saito porte la même marque mystérieuse sur sa main, bien qu'il n'en sache pas plus car c'est un vrai pigeon. Saito retourne ensuite dans la chambre et aide Louise à s'habiller. Elle semble très peu sûre d'elle et lui dit qu'elle ne se sent pas assez talentueuse pour une mission aussi importante. Saito tente de l'encourager en lui disant qu'elle est plus forte qu'elle ne le croit, mais Louise semble toujours triste en s'allongeant sur le lit. Le lendemain matin, le groupe se prépare à partir à cheval, tandis que Louise contemple silencieusement la bague que la princesse lui a offerte. Il s'avère qu'un garde du corps est censé les accompagner. Alors qu'ils attendent le garde, une taupe surgit du sol et il s'avère que c'est le familier de Gish. Après que Gish l'a serré avec enthousiasme, la taupe saute vers Louise et tente de lui dérober la bague. Gish explique que son familier est un grand amateur de bijoux. Soudain, une puissante rafale de vent projette la taupe au loin, laissant Gish horrifié.
Une personne descend alors du ciel, tel Dumbledore, chevauchant un griffon. L'homme est un beau chevalier plein d'assurance nommé Ward qui s'approche directement de Louise, s'excuse de son retard et la prend dans ses bras. Seto apprend que Louise est en fait fiancée à cet homme et Ward annonce qu'ils vont commencer leur voyage immédiatement. Pendant le voyage, Gish ne cesse de dire à Seto à quel point les chevaliers griffons sont géniaux. Seto est de plus en plus irrité car tout le monde semble faire l'éloge de Ward sans fin. Après avoir traversé une vallée aride, ils atteignent enfin une ville où les habitants les dévisagent à leur entrée. Gish explique fièrement que la ville a été construite par un puissant mage de terre, tout comme lui. Ils arrivent bientôt à un hôtel où Ward dit qu'ils se reposeront pour la nuit et continueront demain. Pendant tout ce temps, Saito reste silencieux, mais Louise lui dit de ne pas être impoli. Après le départ de Ward, elle explique que ses parents ont arrangé le mariage. Saito continue de se montrer froid et jaloux. Louise lui dit que Ward est un bien meilleur combattant et qu'il est aussi plus grand que lui avant de s'en aller. Ce soir-là, pendant le festin, Ward félicite Louise d'avoir réussi à invoquer un familier humain, ce qui est presque inouï. Il taquine ensuite Gish sur sa défaite face à Saito plus tôt, ce qui le fait s'étouffer. Ward demande à Saito si c'était la première fois qu'il tenait une épée, et Saito répond par l'affirmative d'un ton désintéressé. Pendant qu'ils discutent, Louise ne cesse de louer Ward pour ses connaissances. Ward regarde alors Saito et le défie en duel. Tout le monde est surpris et Saito, bien que toujours agacé, accepte. Louise lui dit de s'excuser, mais il refuse. Ward finit par se lever et dit qu'ils devraient tous se reposer. Il prend ensuite Louise dans ses bras et l'emmène dans sa chambre, sous les yeux de tous. Saito finit par partir avec Gish, qui profite du ciel nocturne avant d'aller faire la fête, laissant Saito seul. Il demande à son épée intelligente si elle sait quelque chose sur le familier humain d'il y a longtemps. L'épée répond qu'elle appartenait à un humain il y a des milliers d'années et qu'elle ne peut être utilisée que par un familier comme lui. L'épée dit aussi à Saito qu'il a le pouvoir latent d'utiliser n'importe quelle arme parfaitement s'il le veut vraiment. Elle explique que l'épée d'or s'est brisée plus tôt parce qu'elle avait été achetée chez Temu. Se sentant un peu confus, Saito demande s'ils peuvent vaincre Ward, mais l'épée répond que cela dépend entièrement de lui. Pendant ce temps, Ward boit avec Louise et raconte comment elle pleurait seule, dans une barque au milieu d'un lac quand elle était plus jeune. Il lui dit qu'elle a des pouvoirs cachés en elle. Il suggère ensuite qu'il se marie juste après la fin de cette mission, car il ne peut pas attendre qu'elle soit majeure. Il essaie de l'embrasser, mais Louise pense à Saito à ce moment-là. À ce moment-là, Ward s'arrête et dit que son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Avant de quitter la pièce, il lui dit qu'à la fin de cette mission, elle voudra l'épouser. Le lendemain, Saito et Ward se retrouvent dans une ruelle étroite pour leur duel. Même si Louise les supplie de ne pas se battre, aucun des deux n'est prêt à reculer. Saito dégaine son épée d'entraînement, tandis que Ward fait de même. Il lance alors immédiatement une série d'attaques rapides de toutes parts. Saito part et esquive du mieux qu'il peut. Ward complimente sa vitesse, mais Saito n'est pas d'humeur à discuter. Il grimpe ensuite sur un mur et saute avec une frappe puissante, mais Ward la bloque facilement et passe à l'offensive. Après plusieurs échanges, Ward utilise un sort magique pour projeter Saito dans une pile de tonneaux en bois. Voyant cela, Louise accourt pour voir comment il va, mais Ward s'approche et dit à Saito qu'il ne pourra jamais vaincre un mage, ce qui signifie qu'il ne pourra jamais vraiment protéger Louise. Sur ces mots, Ward se retourne et s'en va. Ce soir-là, Saito se tient seul au balcon, pleurant en silence au souvenir des paroles dures de Ward. C'est alors que Louise s'approche et lui demande doucement s'il pleure. Mais Saito nie aussitôt, prétendant que c'est juste de la sueur dans ses yeux. Voyant son piètre jeu, Louise lui dit d'arrêter de feindre car il a perdu contre le plus fort chevalier du royaume. Blessé par ces mots, Saito la repousse et lui dit de le laisser tranquille. Un instant, Louise semble triste, se retourne et dit qu'une fois la mission finie, elle épousera Ward. Elle s'en va ensuite, laissant Saito là, debout en silence. Peu après, Gish s'approche de Saito et dit qu'ils doivent bientôt partir. Mais soudain, le sol tremble violemment et un golem massif surgit de terre avec Fouquet, la voleuse censée être en prison, assise au sommet. Pendant ce temps, vers le navire, Louise demande à Ward où sont Saito et Gish. Ward ment avec désinvolture, disant que les deux lâches ont eu peur et sont rentrés. Avant que Louise ne réponde, le griffon décolle vers le navire magique à quai. À l'hôtel, Gish se cache derrière Saito alors que Fouquet ordonne à son golem d'attaquer. Voyant cela, Saito bouge vite et tranche un bras du golem, surprenant Fouquet. Elle utilise alors simplement la magie pour régénérer le bras instantanément. Pendant ce temps, Gish invoque des poupées de terre pour attaquer le golem, mais la créature les détruit toutes et jette la dernière sur Gish, le renversant. Alors que le golem avance, un puissant jet de lumière le frappe, le forçant à s'agenouiller. Tabitha et Kirsch descendent alors sur un dragon ayant entendu le vacarme. Une foule de locaux se rassemble au balcon, forçant Fouquet à battre en retraite. Au loin, ils entendent la corne du navire qui part, mais quand ils arrivent au port, il est déjà trop tard. Le réceptionniste dit à Saito que Louise et Ward sont partis pour le navire il y a un moment. Saito ne peut que crier sa frustration en regardant le navire volant disparaître dans le ciel.
À bord du navire, Louise regarde par la fenêtre, le cœur tourmenté et le regard humide. Ward s'approche pour la consoler, disant qu'il ne l'abandonnera jamais comme Saito l'a fait. À ce moment, Louise se rappelle comment Saito l'a repoussée et ressent une vive douleur. Elle regarde alors Ward et accepte tranquillement sa demande en mariage. De retour au sol, Saito est assis, vaincu. Il dit à Gish qu'il soupçonne Fuke d'avoir comploté avec Ward, l'attaque n'étant qu'une diversion pour leur faire rater le navire. Kirche est surprise par son accusation audacieuse et elle les informe que le prochain navire part demain matin, ils doivent donc attendre. Le lendemain, Louise et Ward atteignent leur destination et entrent dans une vieille église. Cependant, ils sont immédiatement entourés par des gardes cachés. Louise se cache derrière Ward alors qu'il annonce qu'ils sont là pour voir le prince. Le commandant dit que personne ne devrait connaître cet endroit. C'est alors que Louise intervient, mentionnant que la princesse Henrietta l'envoie et montre la bague. Aussitôt, le commandant la reconnaît, retire son gant pour révéler une bague identique et confirme son identité. Il retire ensuite son casque, révélant qu'il est lui-même le prince du royaume. Plus tard ce soir-là, quand Louise remet la lettre d'Henrietta, le prince la lit attentivement. Louise demande curieusement ce que dit la lettre, mais le prince refuse d'en dire plus. Cependant, il révèle que son pays est en pleine guerre civile entre la famille royale et des aristocrates manipulés par un tiers mystérieux. Il remercie ensuite Louise d'avoir apporté la lettre et lui demande de rester prudente. Le lendemain matin, Louise se réveille et trouve Ward qui l'attend dehors. Il déclare que la mission est finie et insiste pour qu'il se marie de suite avec le prince comme témoin. Entendant cela, Louise s'énerve et tente de s'écarter, disant qu'ils devraient d'abord rentrer dans leur pays. Mais Ward l'attrape par derrière et refuse de la lâcher. Il révèle ensuite être le tiers derrière la guerre civile, ce qui horrifie Louise, la poussant à se libérer et à s'enfuir. En fuyant, elle percute un inconnu qui utilise un anneau magique pour contrôler son esprit, faisant perdre connaissance à Louise. Le soir même, un mariage est organisé à la hâte et Ward conduit Louise sous contrôle jusqu'à l'hôtel. Alors que le prince lit les vœux, Louise lutte pour reprendre le contrôle et refuse l'union, mais l'emprise est trop forte. Juste avant qu'elle ne dise oui, Saito fait irruption dans l'église, tel un acteur de Bollywood. Cette interruption brise le sort. Louise reprend ses esprits et retire immédiatement sa robe de mariée. Au même moment, Saito explique que la taupe de Gish, obsédée par les bijoux, les a menés droit à l'église. Aussitôt, le prince confus ordonne à ses gardes d'arrêter Saito. Mais avant que Louise ne s'explique, Ward l'écarte et poignarde le prince en pleine poitrine. Le prince s'effondre, retire sa bague d'un dernier effort et la remet à Louise avant de mourir dans ses bras. Voyant cela, Saito s'apprête à lutter, mais Ward repousse tout le monde par magie et place son épée sous la gorge de Saito. À ce stade, Ward révèle enfin qu'il est le cerveau derrière toute cette affaire. Il demande à Louise de l'épouser pour régner ensemble sur le monde, mais elle refuse catégoriquement. Et à cet instant, Saito saisit aussi son épée rouillée de colère. Au même moment, ses runes se mettent à briller comme le crâne chauve de Johnny Sins. En quelques secondes, la vieille épée se transforme soudainement, devenant brillante et puissante. Ward attaque aussitôt par magie, mais l'épée de Saito absorbe le sortilège. Il bondit alors et terrasse Ward, mais celui-ci se relève vite et se vante d'avoir tué le prince et de détenir la lettre cruciale. Il utilise ensuite une magie puissante pour détruire l'église, provoquant incendie et chute de décombres partout. Au milieu de tout ça, Saito protège Louise alors que Tabitha arrive à temps, créant un bouclier magique pour les mettre à l'abri. Le temps que la poussière retombe, le feu s'est apaisé. Louise est désormais inconsciente, se rêvant dans une barque. Mais cette fois, au lieu de Ward, elle voit Saito assis près d'elle avec sa mini saucisse au tonnerre impressionnant. À son réveil, Louise remarque que Saito profitait de l'instant, mais décide de laisser passer pour une fois et le groupe repart bientôt. Le lendemain matin, Louise se présente devant la princesse et lui rend la bague. Le cœur lourd, elle rapporte que le prince a été assassiné par Ward et que la lettre importante a été volée. Elle assume l'entière responsabilité de cet échec et se met à pleurer. Cependant, la princesse l'arrête doucement, l'enlace et la remercie pour tout, des larmes coulant sur ses joues et un autre fluide sur ses jambes. Plus tard, Louise est convoquée par le directeur, où le savant excentrique est aussi présent, demandant des vacances. Après son départ, le directeur informe Louise que le savant pense avoir localisé les restes du légendaire dernier dragon. Bien que le directeur soit dubitatif, il autorise tout de même le voyage. Il demande ensuite à Louise un rapport complet sur la mission précédente. Elle résume tout ce qui s'est passé, tandis que le directeur écoute patiemment et l'assure que rien n'était de sa faute. Quand Louise demande pourquoi elle a invoqué un familier humain, le directeur explique que le dernier cas remonte au plus puissant mage de l'histoire. Cela ne fait que déprimer Louise, car cette idiote sait à peine utiliser la magie de base. De retour dans sa chambre, Louise s'habille, tandis que Saito revient de la lessive et se plaint de voir encore plus de linge sale. Cela agace Louise, qui joue les dominantes, le frappe d'un coup de fouet et lui lance un oreiller au visage avant de le chasser.
Saito s'en va furieux et donne un coup de pied dans un grand chaudron par frustration, se blessant au pied. C'est alors qu'il voit Siesta passer en tenue décontractée avec ses formes généreuses. Ils s'assoient ensemble et elle lui annonce que les vacances d'été ont commencé et qu'elle retourne dans son village. Elle mentionne que son arrière-grand-père a toujours prétendu venir d'un autre monde, tout comme Saito. Selon les histoires de famille, il y avait 2 dragons à cette époque. L'un s'est envolé vers le soleil et a disparu, tandis que l'autre était monté par son arrière-grand-père chaque nuit avant de s'évanouir aussi. La légende dit que leurs restes se trouvent encore quelque part près de son village. Cette histoire attire l'attention de Saito, lui rappelant ce que le vieux scientifique avait dit. Il demande ensuite à Siesta si elle peut l'emmener dans son village, ce qu'elle accepte avec joie. Pendant ce temps, Louise se promène dans l'académie, se sentant coupable d'avoir frappé Saito et de l'avoir expulsé. Elle commence alors à s'entraîner à s'excuser auprès d'elle-même, mais ne le trouve nulle part. Cependant, elle finit par apercevoir Saito quittant l'académie à cheval avec Siesta. Choquée et en colère, elle demande au cuisinier où est allée Siesta et apprend qu'elle est retournée dans son village. En entendant cela, Louise repart, furieuse que Saito goûte au fluide corporel de Siesta ce soir. D'un autre côté, Saito et Siesta traversent la forêt à cheval. Siesta demande s'il peut partir sans prévenir Louise, mais Saito est toujours contrarié et dit que ça va. Arrivé au village, Saito lui dit de rentrer d'abord pendant qu'il enquête, ce que la demoiselle accepte joyeusement. À ce moment-là, le vieux scientifique arrive aussi dans le même village à la recherche de restes de dragons. Plus tard, Siesta revient avec une vieille carte et alors qu'ils l'étudient ensemble, les buissons bruissent et une salamandre apparaît, suivie de Kirsch. Au même moment, un dragon survole avec Tabitha sur son dos et la taupe de Guiche surgit du sol. Guiche demande de façon dramatique ce qu'ils font tous ici. Quand Kirsch explique qu'ils cherchent aussi le trésor légendaire lié au dragon, le groupe finit par trouver une grotte cachée et y entre avec enthousiasme comme des fans de One Direction. Pour les aider, la salamandre éclaire le chemin alors qu'ils marchent en file indienne. À ce moment-là, Kirsch sent que quelqu'un d'autre est dans la grotte, ce qui met tout le monde en alerte. Saito dégaine immédiatement son épée tandis que Siesta se cache derrière lui comme une fille libérale classique dans un incendie. Soudain, une attaque magique brise une pointe rocheuse à proximité, les avertissant de ne pas s'approcher. Juste au moment où ils s'apprêtent à se battre, Kirsch reconnaît la voix. Quand la lumière tombe sur la silhouette, il voit que c'est le vieux scientifique, Colbert, qui est tout aussi surpris de les voir tous, y compris Louise. À ce stade, Colbert vérifie la carte avec enthousiasme, tandis que Saito et Louise restent froids l'un envers l'autre, même s'ils ont secrètement envie de conclure. Elle prétend qu'elle n'est venue qu'en tant qu'assistante de recherche. Maintenant, le groupe continue plus profondément et finit par émerger dans une zone luxuriante et envahie par la végétation. Une fois là-bas, ils découvrent un vieux hangar abandonné caché parmi les arbres. Pendant que les autres examinent le hangar, Tabitha remarque quelque chose d'inhabituel à proximité. Quand Saito s'approche pour enquêter, il est choqué de voir du texte japonais écrit dessus. Louise et Tabitha ne peuvent pas le lire, mais Saito confirme que cela vient de son monde. Finalement, les autres réussissent à ouvrir le hangar, mais ils trouvent des choses qu'aucun d'eux ne peut comprendre. Mais quand Saito entre, il le reconnaît immédiatement comme un avion du monde moderne. Alors qu'il passe sa main dégoûtante dessus, ses runes commencent à briller. Il explique que ce monde prenait pour un étrange dragon est en fait une machine volante de son monde. Il dit à Siesta que ses cheveux et ses yeux noirs viennent du sang japonais transmis par son arrière-grand-père. Colbert appelle Saito avec enthousiasme et dit qu'avec cet avion, il pourrait enfin rentrer chez lui. Il fait ensuite le lien avec les vieilles légendes. Un dragon s'est envolé dans une éclipse et a disparu, tandis que l'autre est revenu. Colbert pense que si Saito pilote l'avion lors de la prochaine éclipse solaire, cela pourrait servir de portail vers son monde. Plus tard dans la journée, il ramène l'avion à l'académie où tout le monde se rassemble pour s'émerveiller devant l'étrange machine. En l'inspectant, Saito se souvient du liquide que Colbert lui a montré un jour, qui s'avère être de l'essence. Il dit à Colbert qu'ils peuvent l'utiliser comme carburant et Colbert promet d'en préparer davantage. Saito grimpe alors dans le cockpit et découvre que manipuler les commandes lui semble tout à fait naturel. Son épée explique que l'avion était sûrement un engin de guerre et le pouvoir de Saito lui permet de maîtriser toute arme instantanément. De loin, Louise l'observe les yeux embués avant de faire demi-tour, se demandant si Saito va vraiment partir. Soudain, Guiche arrive à cheval, l'air terrifié, et annonce à Louise qu'il y a un problème majeur. D'abord, elle l'ignore, mais il révèle que Ward a pris le contrôle du pays voisin, Albion, et a déclaré la guerre à Tristan. Pendant ce temps, Saito est dans l'avion, ignorant tout, se demandant quand aura lieu la prochaine éclipse pour enfin rentrer chez lui. Loin de là, à Albion, Cromwell trône joyeusement telle une star du porno à la retraite. Il remercie Fouquet d'avoir dérobé l'anneau à l'esprit de l'eau. Alors qu'il étudie la carte pour envahir Tristan, Ward lui dit que tout est prêt et que Tristan est vulnérable. Quand Cromwell demande quand frapper, Ward répond d'attaquer le jour de l'éclipse solaire, car l'obscurité les favorisera. Le lendemain, Saito va voir Louise pour faire la paix et lui révèle aussi qu'il partira dans 3 jours. Louise se montre froide et dit qu'elle s'en fiche, ce qui le blesse visiblement. Entendant cela, Saito s'en va furieux, tandis que Louise le regarde avec tristesse.
Pendant ce temps, un conseil de guerre se tient au palais royal. Les commandants préviennent que l'armée d'Albion est trop vaste et suggèrent de se rendre pour sauver des vies. Cependant, Henrietta refuse fermement, déclarant qu'ils ne se rendront jamais. Elle dit que c'est une question d'honneur et de fierté et qu'elle mènera elle-même l'armée de Tristan au combat. Sa mère, la reine, semble aussi soutenir la petite décision stupide de sa fille. À l'académie, Saito est au balcon et regarde les lunes, pensant qu'il rentrera enfin chez lui dans 3 jours. Plus tard, devant les mages réunis, le directeur annonce la guerre et que la princesse mènera les troupes. De plus, l'académie restera fermée jusqu'à nouvel ordre. À cette nouvelle soudaine, les élèves paniquent à l'idée de rentrer chez eux. Pendant ce temps, Guiche prétend fièrement rejoindre l'armée, mais après les moqueries de Kirsch, il avoue que son père l'y oblige. Cette nuit-là, Louise entre dans la chambre où dort Saito. Elle allume, le regarde longuement et murmure un adieu discret, sachant qu'elle va se battre sur le front. Le lendemain, Saito trouve un mot de Louise disant qu'elle le renvoie et qu'il est libre d'aller où il veut. Confus par cette rupture étrange d'une relation floue, il montre le mot à Kirsch et Tabitha. Elles lui parlent alors de la guerre et disent que Louise est partie se battre avec la princesse Henrietta. Dans son village, Siesta travaille au champ tout en pensant au départ imminent de Saito. Soudain, les navires de guerre d'Albion apparaissent, transportant des soldats contrôlés par l'anneau de Cromwell. Cromwell déclare que puisque Tristan a refusé de se rendre, la guerre a commencé. D'un autre côté, au château, Henrietta se prépare, et la reine fait des adieux larmoyants à sa fille. Au matin, les troupes d'Henrietta atteignent le village où aura lieu la première bataille. Louise chevauche à ses côtés, mais elle pense clairement à Saito et à son impressionnant coq. À l'académie, Saito inspecte l'avion quand Kirsch l'incite à voir Louise une dernière fois, mais le dur à cuire refuse. C'est alors que Colbert arrive avec des barils d'essence qu'il a réussi à produire. Il informe Saito que la guerre a déjà commencé et que le village de Siesta est la première cible. Saito décide qu'il ne peut laisser détruire le village, et malgré l'avertissement de Kirsch sur ses chances de rentrer, il est déterminé à se battre. Il demande à Colbert de démarrer, et Tabitha utilise sa magie du vent au dernier moment pour faire décoller l'avion juste avant le mur. Désormais, Saito vole vers le champ de bataille, tandis que Tabitha et Kirsch partent aussi rejoindre le combat. Au sol, la bataille commence. Les chevaliers dragons d'Albion dominent facilement les chevaliers griffons de Tristan, et la cavalerie tente d'atteindre le navire de guerre flottant, mais subit de lourdes pertes dues aux tirs de canon. Siesta aide les villageois à s'enfuir dans la forêt, et alors qu'Henrietta observe la bataille, elle réalise que ses forces sont en train de perdre lourdement. Soudain, l'éclipse solaire commence, et quand tout le monde lève les yeux, ils entendent un bruit de moteur assourdissant remplir le ciel. Saito semble piloter l'avion, ce qui choque tout le champ de bataille. Mais au lieu de voler vers l'éclipse, il fait demi-tour et plonge droit dans le combat, utilisant les armes de l'avion pour abattre les forces d'Albion une par une. Les chevaliers dragons sont déroutés par l'étrange machine qui les poursuit, et quand Fouquet et Ward sentent le chaos sur le champ de bataille, ils rejoignent également le combat. Cependant, Saito détruit la plupart des chevaliers dragons comme s'il détruisait ses prédécesseurs à naître dans les toilettes. Quand Ward l'attaque sur un dragon rapide, Saito absorbe la magie entrante avec son épée. Malheureusement, ses munitions finissent par s'épuiser et l'une des ailes de l'avion prend feu. Au sol, Fouquet invoque un puissant golem pour attaquer l'armée tandis que Guiche, Tabitha et Kirsch l'affrontent. Guiche utilise l'alchimie pour transformer le golem en huile et Kirsch y met le feu, le détruisant complètement, ce qui force Fouquet à fuir la scène. Alors que Ward s'apprête à achever Saito, Louise saute du dragon de Tabitha sur l'avion. Immédiatement, Saito la rattrape et la tire dans le cockpit, la réprimandant pour avoir fait quelque chose d'aussi imprudent. Mais juste à ce moment-là, Louise commence à pleurer et s'excuse pour la façon dont elle l'a traité par le passé. Pendant qu'ils pleurent comme des idiots, Ward attaque à nouveau, endommageant davantage l'avion. Soudain, le pouvoir latent de Louise s'éveille. Son corps bouge tout seul alors qu'elle lève sa baguette. Cela provoque une explosion de lumière blanche, détruisant le navire et forçant Ward à fuir. L'avion commence alors à tomber et Saito tente de l'atterrir en urgence en sécurité. Ils touchent le sol brutalement mais survivent alors que l'éclipse touche également à sa fin. À la fin, Louise tombe inconsciente dans les bras de Saito et heureusement, elle ne peut pas sentir ses aisselles malodorantes. Plus tard, Cromwell tente d'utiliser son anneau pour contrôler Tabitha et Kirsch, mais Guiche l'assomme par derrière. Louise finit par se réveiller et gronde Saito pour avoir manqué l'éclipse et détruit l'avion, mais Saito sourit simplement et lui dit qu'il a décidé de rester dans ce monde avec elle. En entendant cela, le visage de Louise s'illumine de bonheur et après une longue période, ils se réconcilient enfin. Finalement, la guerre se termine par la victoire de Tristan et tous les héros reçoivent des médailles pour leur victoire. D'un autre côté, Louise revient pour montrer à Saito sa médaille brillante, mais il a disparu de l'académie. Elle commence à le chercher précipitamment à cause de ses problèmes d'abandon et finit par le trouver en train de parler à nouveau avec Siesta. Elle s'approche alors de lui avec colère, ce qui fait paniquer Saito alors que Louise sort son fouet, prête à le discipliner une fois de plus. Commentez gros nichon ci-dessous si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.